Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf de Beyrouth est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec toi, Nima. Laith, Je pense qu'il est bon de commencer par ce qui se passe dans le sud du Liban. Nous savons qu'Israël, même après la guerre, parle de vouloir une zone de sécurité, une zone tampon dans le sud. Quelle est la situation sur le champ de bataille entre le Liban et Israël? What is the situation on the battlefield between Lebanon and Israel? Eh bien sûr, la suprématie, l'ego et l'imagination délirante des sionistes les amènent à croire en des choses qui n'existent pas, comme des vaches volantes ou des éléphants roses, n'est-ce pas? Ils pensent pouvoir tout faire. La réalité sur le terrain, c'est que rien que ces dernières 24 heures, selon les propres déclarations des sionistes, ils comptent 48 officiers et soldats grièvement blessés. Ils ne nous disent pas combien sont morts. Nous avons vu, aux premières heures du matin, le Hezbollah attaquer des colonnes sionistes dans la région de Nakoura, c'est la zone côtière, et autour de Shama, où se trouve la tombe de Saint-Pierre. À la caméra, on peut voir plusieurs chars en feu à cet endroit. La situation dans la région centrale, autour de l'axe de Binjbeil, a impliqué une énorme embuscade contre les forces sionistes en progression. Ils ont été pris pour cible alors qu'ils avançaient entre le triangle d'Ainat et d'Ain Ibel, et ils y ont été détruits. Une fois de plus, ils ont subi une nouvelle défaite. Dans la matinée, de violents affrontements ont éclaté à Kiam. Tous ces lieux se trouvent en première ligne, à seulement quelques mètres de la frontière. Cela montre à quel point la situation est désespérée pour les sionistes. Ils ne parviennent à avancer nulle part. Ils peuvent détruire des villages depuis les airs, mais ils sont incapables de progresser au sol. Nous en sommes maintenant au 30e jour de l'engagement dans le sud du Liban, et leur situation sur le terrain est encore pire que pendant la guerre de 66 jours en 2024. Les pertes sont énormes. Au moins 160 chars détruits au cours des 30 derniers jours, sans compter les autres véhicules blindés. Les exétrices et ces énormes tracteurs D9 ont été neutralisés. Un nombre tous fumé à Besworn du sud du Liban. Leur situation est si mauvaise qu'ils en viennent même à faire venir des restes d'Al-Qaïda issus du régime d'Al-Julani pour mener leur combat à l'extrême est de Shaba, dans les contreforts du mont Hermon. Les sionistes ont fait venir, tu sais, les commandos du HTS, les bandanas rouges, par le plateau du Golan occupé et les ont lancés hier contre la résistance. Et les fermes de Shaba, d'ailleurs, ainsi que la région de Shaba, constituent un village sunnite. Le Hezbollah n'est pas celui qui résiste là-bas. C'est la Jama'at Islamiyya, ou le groupe islamique, un groupe de résistance sunnite au Liban, qui combat et ils ont vaincu le HTS. Il y a eu un autre endroit où les sionistes sont passés par la Syrie avec l'aide du HTS et du régime d'Al-Julani pour tenter d'entrer dans la partie la plus méridionale de la vallée de la Bekaa, sur le versant nord du mont Hermon. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est très proche de l'endroit où ils ont attaqué les sionistes, tout près de Damas. Et encore une fois, ils ont été repoussés. C'est une région principalement druze et chrétienne. Et là encore, on voit la résistance combattre les sionistes. Il n'y a donc aucune avancée sur le terrain pour les sionistes et leur situation est donc vraiment mauvaise. Vous savez, quand on parle de 160 chars détruits, ils en avaient environ 1 millier, comme l'armée israélienne l'a reconnu après les batailles de Gaza et du Sud-Liban l'année dernière. Il ne leur en restait qu'1 millier, selon leurs propres chiffres. Ce sont donc des pertes énormes en seulement 30 jours. La plupart de ces chars ont été détruits par des drones.
Quel a été le principal outil utilisé contre eux? Comme nous le savons, il semble que la majorité des combats se déroulent au sol plutôt que d'être menés par des drones. Comment voyez-vous le rôle des drones et des avions de chasse dont disposent les Israéliens? Oui, donc hier, l'armée israélienne a également reconnu qu'en raison de l'ampleur de son engagement en Iran et des pertes qu'elle y subit, l'Iran a abattu des centaines de drones avancés, notamment des Hermes 900 et des Qatari, les modèles de gamme supérieure, plus proches du MQ-9 américain. Ces drones sont nécessaires pour recueillir des informations sur le terrain et diriger les drones de combat, les Hermes 450 et d'autres qui transportent les missiles. Ainsi, une fois que cette capacité de collecte d'informations en continu au Liban est perdue, comme on le constate aujourd'hui, je n'entends aucun drone au-dessus de Beyrouth. Pendant la guerre de 66 jours, des drones survolaient en permanence tout le Liban. Cette pénurie de drones à laquelle ils font face à cause de leur, disons, guerre génocidaire en Iran signifie qu'ils ne sont plus capables de surveiller le terrain. Leurs drones de moindre qualité sont abattus presque tous les 2 jours. Un autre a été abattu au Liban, y compris un qui avait été visé depuis Beyrouth. Il y a quelques jours, un avion de chasse a été pratiquement pris pour cible par les défenses aériennes de la région de Beyrouth, ce qui a été une énorme surprise pour eux. On peut donc voir à quel point cela affecte leur capacité à recueillir des informations et à diriger leurs activités. Par conséquent, ils dépendent de plus en plus de leurs troupes au sol pour progresser et collecter des renseignements pour leurs opérations, ce qui les expose davantage à des embuscades et des pièges que le Hezbollah, la résistance islamique, met en œuvre avec une grande efficacité. On voit également le Hezbollah lui-même utiliser des drones et des missiles anti-chars, ainsi que des bombes artisanales placées en combinaison avec des manœuvres très habiles, car le Hezbollah connaît le terrain et sait ce qu'il fait. Et une fois que vous avancez avec des véhicules mécanisés, comme le font les Israéliens, il y a peu d'endroits où vous pouvez déplacer un char. Vous n'allez pas le faire grimper sur le flanc d'une montagne. Vous devez passer soit par la vallée, soit le long d'une crête, sur un terrain plus élevé. Et toutes ces zones sont déjà surveillées par le Hezbollah grâce à une surveillance avancée, avec des drones survolant les colonnes en progression. C'est un piège mortel pour les sionistes. Et c'est d'ailleurs une leçon pour tous ceux qui nous regardent et se demandent ce qui arrivera aux troupes américaines lorsqu'elles décideront, vous savez, d'envahir l'Iran. Vous pensez que l'Iran n'est pas encore plus prêt pour ce genre de scénario? Si les sionistes perdent 160 chars en 30 jours, imaginez ce que les Américains perdraient. Je pense qu'une partie de cette opération, s'ils y vont, semble prévue pour vendredi soir ou quelque part autour de vendredi. Ils vont passer à l'action sur le terrain pour combattre, pour envahir l'Iran. Mais du côté des Iraniens, ils n'ont jamais combattu les Israéliens au sol. En revanche, nous savons qu'au Liban, le Hezbollah sait comment affronter les Israéliens sur le terrain. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent à Gaza et au Liban, c'était la suprématie des avions de chasse israéliens. Ils entraient, bombardaient, puis se retiraient du Liban ou de Gaza, simplement en bombardant et en se repliant. Tout le concept reposait sur les frappes aériennes. Ce n'était pas une guerre au sol. À présent, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'ici, quelle est la qualité de ces soldats israéliens? Parce que d'après ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, Israël est une armée puissante. Mais quelle est sa qualité? Que savons-nous de la qualité des soldats israéliens sur le terrain? Ce sont parmi les pires soldats du monde. Et regardez, la stratégie militaire impérialiste occidentale est inversée.
D'ordinaire, vous savez, les armées ont leurs forces terrestres comme principale branche, et c'est là qu'elles dépensent le plus. Puis vient la marine, et enfin l'armée de l'air, qui est la plus coûteuse. L'Occident a inversé ce triangle, cette pyramide, et a dépensé tout son argent dans l'armée de l'air. C'est ce que nous constatons. Et dès que vous ne pouvez plus utiliser cette armée de l'air, la résistance peut vous combattre. Et comme nous le voyons en ce moment, avec l'Iran qui supporte le poids de la puissance aérienne de l'Empire, le Hezbollah peut se déplacer plus facilement. Cela dit, soit dit en passant, les forces Quds iraniennes et les gardiens de la révolution islamique, IRGC, se sont toutes entraînées avec le Hezbollah et avec le Hamas, et elles ont été présentes sur le terrain depuis 1982 et au-delà au Liban, dans le cadre de la construction et de la mise en place des composantes de l'axe de la résistance. L'armée iranienne a dû affronter le poids de la puissance impérialiste pendant la guerre que l'Irak lui a imposée, avec le CCG et l'OTAN derrière lui. Ainsi, les tactiques de ce que l'Occident peut faire ont déjà été apprises. L'Iran a observé ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan et en Irak. Il n'y a rien de caché quant à ce que l'Occident peut faire une fois qu'il s'engage dans une invasion terrestre. Je pense que les pertes des États-Unis seront immenses s'ils s'engagent réellement dans une invasion terrestre. Et il semble qu'il n'ait pas le choix. Mais la majorité des forces qui viendront ne seront pas américaines. Je pense qu'elles seront saoudiennes, jordaniennes, essayant de passer par le Koweït, et il y aura ces milices kurdes tentant de traverser les montagnes de l'ouest de l'Iran. Ce sera une tentative vouée à l'échec. En fait, dès que les forces alliées occidentales, les Jordaniens, les Saoudiens, franchiront les frontières de la Première Guerre mondiale imposées à la région par les puissances impériales, les membres de l'axe de la résistance irakienne, la résistance libanaise, la résistance yéménite, ont déjà promis qu'ils franchiraient eux aussi ces frontières de la Première Guerre mondiale et chercheraient à les modifier à jamais. Nous verrons donc, s'il y a une invasion de l'Iran par le sud, depuis le Koweït, la résistance irakienne entrer en Jordanie, entrer au Koweït et les libérer. Nous verrons une invasion de la Syrie si le HTS, Al-Julani, tente d'envahir le Liban. Il y aura alors une invasion menée par les unités de mobilisation populaire irakiennes et l'armée irakienne. De même, si les Saoudiens ne se tiennent pas à l'écart de toute invasion terrestre et rejoignent une force terrestre pour envahir l'Iran par le sud, la résistance yéménite, Ansarullah, ainsi que le gouvernement de Sanaa et son armée libéreront le Hedjaz, la Mecque et Médine des Saoudiens. Une fois que les Américains auront ouvert la possibilité d'utiliser des forces terrestres et de modifier les frontières, l'axe de la résistance fera de même. Laith, l'un des pays qui adopte actuellement une position vraiment belliciste, c'est les Émirats arabes unis. Qu'ont-ils sur le plan militaire, sur le terrain, en termes de soldats? Que sait-on de leurs capacités? Je veux dire, je viens de lire à propos de 2 jeunes du Royaume-Uni, ces vlogueurs, ces influenceurs qui ont déménagé aux Émirats arabes unis, qui ont été torturés presque à mort au cours des 2 derniers jours par les forces de sécurité émiriennes, parce qu'ils avaient filmé certaines des attaques à Dubaï et ailleurs, puis les avaient partagées sur les réseaux sociaux. Et ces tortionnaires n'étaient pas des Émiriens. Il n'existe pas vraiment de Émiriens. D'abord, le mot signifie simplement « principauté ». Les brutes engagées par les Émirats arabes unis sont principalement des policiers pakistanais, jordaniens et saoudiens. Cela montre à quel point ce pays est fragile. Il n'a pas vraiment d'armée. Il dispose de mercenaires venus d'autres pays, à qui l'on accorde une nationalité ou quelque chose du genre, pour manier les jouets que les Américains leur vendent 10 fois leur prix.
so cement po ng red tuak falling. Equipment that is in stock that needs to be moved. This is literally what the Emirati military is. C'est littéralement ce que font les Émiratis, ou plutôt leurs forces de police, composées entièrement de non-nationaux. Quand on parle, par exemple, de l'implication des Émirats dans le génocide au Soudan ou dans la guerre en Libye, ce ne sont pas des Émiratis qui se battent, ce sont simplement des mercenaires. Et c'est l'argent des Émirats qui est déplacé par leurs maîtres à Tel Aviv et à Washington. Ils ne contrôlent même pas leur propre argent. Oui, leur drapeau est apposé sur ces escadrons de la mort impliqués au Yémen, au Soudan ou en Libye, mais ils ne sont pas Émiratis. Ils ne les contrôlent pas. C'est Tel Aviv qui les contrôle. Ainsi, comme on le voit, l'Occident a tenté, au cours des 100 dernières années, de fabriquer un nouveau juif, en créant la colonie sioniste et en pervertissant le judaïsme pour servir les objectifs de l'impérialisme et du colonialisme. Et cette même expérience, une expérience ratée, qui va à l'encontre de la nature, du cours de l'histoire et de la géographie, crée ces fausses principautés de verre au milieu du désert, pour rivaliser avec les capitales culturelles et naturelles arabes de la civilisation comme Bagdad, Damas, Le Caire et Alger. C'est une tentative de fabriquer un nouvel arabe et un nouveau musulman au service de l'impérialisme. Et parce que cela va à l'encontre du cours de la géographie, de la nature et de l'histoire, c'est une expérience vouée à l'échec. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'effondrement de ces colonies de tours de verre construites par l'Occident. Et, Inch'Allah, la puissance artificielle derrière ces fossiles disparaîtra avec eux. Et nous verrons un retour à l'ordre naturel dans la région. Netanyahou veut constituer une contre-force face aux actes de résistance. Il parle de s'unir avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous ces pays. Laith, à ce sujet, puisque tout le concept des actes de résistance repose sur le peuple, et que ces personnes qui soutiennent l'esprit de résistance comprennent parfaitement ce que la résistance cherche à accomplir. Les objectifs sont évidents pour elles, pour ceux qui se battent pour la résistance. Mais qui va se battre pour Netanyahou? Même en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, quelle est l'opinion publique dans ces États arabes, au Koweït? Bien sûr, l'opinion publique est presque à 100% antisioniste et favorable à la libération de la Palestine. Même dans des pays comme le royaume infernal saoudien, les derniers sondages, il y a seulement quelques mois, montraient qu'environ 98% de la population était opposée à l'existence de la colonie sioniste et favorable à la libération de la Palestine. Les peuples arabes ont tous, malheureusement, été écrasés. Vous savez, il y a ces dictatures d'une cruauté extrême. La famille Saoud, ce qu'elle a fait au peuple arabe, est comparable à ce que Daesh a fait en Irak et en Syrie. On parle de viol de masse de la population pour la soumettre à la volonté de la famille régnante saoudienne. Depuis les années 1930, ce qu'ils ont fait en Irak, dans le Hedjaz lorsqu'ils l'ont envahi en 1930, ce qu'ils ont fait à la Mecque et à Médine, la destruction des tombes de la famille et des épouses du prophète, et vous savez, de tous les repères à la Mecque et à Médine. C'est exactement ce que Daesh a fait en Irak, ou en Afghanistan, ou ailleurs. Donc, ce n'est pas naturel. Et encore une fois, quand on parle d'une alliance entre les sionistes et ses vassaux, eh bien, elle existe depuis les années 1920. Tous ces vassaux se sont alignés sur la colonie sioniste contre chaque mouvement de libération dans la région, en commençant par combattre les nationalistes syriens qui ont mené le soulèvement palestinien de 1936, puis contre les partisans de l'unité arabe avec Gamal Abdel Nasser.
Arab unificationists with Jamal Abdel Nasser, and then against the communist resistance of the FLP. Et puis contre la résistance communiste du FPLP, puis contre la résistance libérale de l'OLP, et maintenant contre la résistance islamique dans la région. Ainsi, ces vassaux ont donné tout leur argent, tout leur pouvoir de propagande et toute leur capacité à acheter des mercenaires pour détruire tout mouvement dans la région depuis presque 100 ans. Donc, quand Netanyahou se vante d'une alliance quelconque, il ne fait que nous dire ce qui existe déjà. Cela ne change rien aux faits sur le terrain. Cela ajoute simplement plus de propagande à ce qu'il considère comme une victoire personnelle, alors qu'en réalité, c'est un fardeau pour ses vassaux qui sont à son service depuis 100 ans, au service des sionistes, et qui sont sans cesse exposés par les sionistes comme des serviteurs vassaux. Je veux dire ce que Trump a dit en parlant du fait que MBS devait lui lécher les fesses. Je veux dire, nous savons bien, en réalité, que MBS et la famille Saoud, la famille Tunayan et la famille Hachémite en Jordanie, ils lèchent les bottes de tous les colonisateurs américains, britanniques et français depuis la nuit des temps, depuis que leur nom existe, ces familles. Et nous savons que la famille Saoud et la famille régnante Emirati sont impliqués dans les réseaux de pédophilie et autres affaires liées à Epstein. C'est naturel. Nous le savons depuis 100 ans. Ce n'est pas une surprise pour nous, ici dans la région, quand nous avons vu les noms de ces familles royales dans les dossiers Epstein. Parce que lorsque nous étions enfants, d'ailleurs, j'ai vécu en Arabie Saoudite pendant 12 ans, entre 1980 et 1992, la première chose que l'on fait en arrivant là-bas, c'est de dire à son fils, avant même de parler à sa fille, de faire attention à ses arrières, car il pourrait être enlevé et transformé en jouet sexuel. Donc cela ne nous surprend pas. Nous savons que c'est ce que l'Occident a construit, de la saleté pour gouverner ces pays, pour asservir nos sociétés entières, pour violer nos enfants jusqu'à leur soumission. C'est ce qu'ils ont fait au cours des 100 dernières années dans ces pays du Golfe. Ils ne pourront donc rien mobiliser. Ils peuvent continuer à jeter leur argent comme leur maître le leur ordonne, dans ces projets voués à l'échec, contraires à la nature, à l'histoire et à la géographie. Et ils échoueront. Je pense qu'ils vont enfin se joindre à eux et qu'ils en font partie. Vous savez, même les États-Unis, le CENTCOM, ont publié des images montrant qu'ils ravitaillaient des avions de chasse au-dessus de l'Arabie Saoudite. C'était le 26 mars, si je ne me trompe pas. Mais quand on regarde l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, voyez-vous un quelconque avenir avec l'état d'esprit qu'ils ont? Parce qu'avant que cette guerre ne commence, revenons avant toute cette folie dans le Golfe Persique. C'était MBS qui parlait de vouloir une région prospère, un peu comme l'Europe. Admettons qu'il ait dit cela. Et maintenant, ils ont déclenché une guerre contre l'Iran avec les États-Unis et Israël, et ils se rangent du côté de ces pays qui ont lancé cette attaque. Et comment? Parce que d'un côté, vous voulez une région prospère. De l'autre, vous aidez ces pays qui détruisent la région. Non seulement ils la détruisent, mais ils essaient d'y causer encore plus de dégâts. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, ils ne se soucient pas de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn ou du Koweït. Ils les utilisent comme une sorte de bouclier pour Israël. Ils se moquent de ce qui peut arriver. C'est pourquoi l'Iran détruit toutes ses bases. Cela ne les préoccupe pas. Ils se soucient davantage de ces radars que des populations vivant dans ces pays. Mais lorsque la réalité rattrape les dirigeants, voyez-vous une lueur d'espoir où les peuples se soulevaient et agirent dans ces pays? La plus grande possibilité de changement dans la péninsule arabique serait que ces vassaux commettent l'erreur stupide de participer à une attaque terrestre contre l'Iran.
Ce qui se passerait, c'est qu'en quelques minutes, les forces spéciales iraniennes débarqueraient dans ces emplacements face elles, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Koweït et ailleurs. Et ils cesseraient d'exister. C'est la plus grande chance de changement, suivie par la possibilité qu'un membre des forces armées de ces pays prenne une arme et organise un coup d'État en éliminant les familles royales. Il n'y a aucun espoir de changement autrement. Vous savez, tout le monde sait que les esclaves de maison dans le sud des États-Unis étaient mieux traités que les esclaves des champs par les propriétaires blancs. Quand le soulèvement des esclaves des champs éclate et qu'ils viennent incendier la maison du maître, l'esclave de maison ou l'esclave de cuisine reste généralement avec le maître, tente de défendre la maison et périt avec elle, tandis que le maître s'enfuit par la porte de derrière. Ainsi, ces régimes vassaux de la péninsule arabique sombreront avec la maison du maître plutôt que de se joindre aux esclaves des champs dans une révolte contre le propriétaire d'esclaves. Le propriétaire d'esclaves, les États-Unis, quittera simplement la région, tandis qu'ils s'effondreront et brûleront sous leurs yeux. Je pense que les gens doivent comprendre cela, car tout ce que les Saoudiens essayaient de faire auparavant, qu'il s'agisse de parler à la Chine ou de tenter une réconciliation avec l'Iran, n'était qu'une ruse, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la Chine, pour entraîner cette dernière à investir dans le Golfe afin qu'elle y perde si le Golfe était attaqué, si la péninsule arabique était attaquée. Voilà où réside la vérité de la situation. Donald Trump dit qu'il veut vendre des F-35 à l'Arabie saoudite. Et nous savons qu'ils ont déjà acheté beaucoup de chasseurs et d'équipements, des systèmes de défense aérienne, entre autres. Alors, quelle est la logique d'acheter de nouveaux avions de chasse quand on ne peut pas les utiliser, quand on n'a pas le droit de s'en servir pour se défendre contre Israël? Il semble qu'ils vont payer pour ces avions, les garder en Arabie saoudite, et que, chaque fois qu'ils seront nécessaires, quelqu'un d'autre les utilisera pendant qu'ils resteront simplement stationnés là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la logique derrière l'achat de nouveaux avions de chasse, par exemple, pour l'Arabie saoudite? Vous savez, il faut beaucoup de temps pour former un pilote à piloter un avion de chasse aussi sophistiqué, même s'il a déjà de l'expérience sur d'autres jets, car la disposition des boutons et de tous les systèmes est différente sur chaque appareil. Il y a des dizaines de boutons et de systèmes à maîtriser. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je suivais une formation pour devenir pilote de ligne, et j'ai eu le plaisir de m'asseoir dans certains de ces avions de chasse. Je peux vous dire, avec une formation de pilote de ligne, il faudrait au moins 1 an pour apprendre à piloter un appareil qui n'est même pas de la technologie la plus récente. Donc, si nous entendons Trump parler des Saoudiens qui achètent des F-35, en gros, il paye simplement les Américains pour un citron, un projet raté que personne ne veut acheter. Surtout maintenant, alors que l'Iran a montré qu'il pouvait détecter un F-35 et un F-22, leur tirer dessus, voire les abattre. Donc, il dit en gros que la famille Saoud, après qu'il a déclaré que MBS pouvait lui embrasser le derrière, est revenu l'embrasser encore davantage en disant « Tenez maître, encore un peu d'argent pour votre projet raté ». Peut-être, comme tu le dis Nima, que les pilotes américains peuvent piloter ces avions et faire semblant d'être des Saoudiens. Il est impossible que les Saoudiens, s'ils achètent réellement ces appareils, puissent avoir des pilotes prêts et des équipes au sol formées pour les entretenir en moins de 2 ans. Donc, c'est bien de cela qu'il s'agit. Encore une extorsion de la famille Saoud, ou bien la famille Saoud qui justifie qu'on déverse encore plus d'argent aux États-Unis pendant que leur propre peuple a faim. Il semble qu'après tout,
Ils doivent payer pour cette guerre contre l'Iran. Tous ces États arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, veulent, ou plutôt, les États-Unis veulent qu'ils paient pour cette guerre. Et c'est Caroline Leavitt qui l'a dit. Elle a littéralement déclaré que Donald Trump est en train de les amener, de les forcer à la financer. La guerre a été dévastatrice. Regardez simplement ce qui s'est passé aujourd'hui au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït. En raison des attaques contre les infrastructures iraniennes, les installations pétrolières et gazières, voire les installations hydrauliques, ils ont riposté en frappant certaines ressources, certains sites pétroliers et gaziers, au Qatar et en Arabie saoudite. Ils ont donc souffert pendant cette guerre, et ils doivent payer pour ce que les États-Unis ont tenté de faire, s'en prendre à l'Iran et pousser à un soi-disant changement de régime pour Israël. Et ils veulent être le meilleur ami d'Israël dans la région. C'est tout simplement incroyable. Regardez la logique de tout ce concept d'une nouvelle amitié, d'un nouveau partenariat avec Israël. Je pense que beaucoup de gens dans la région se demandent « Que nous arrive-t-il » Yeah, I mean, look, Oui, je veux dire, regardez, depuis presque 100 ans, disons depuis les années 1940, donc environ 80 ans depuis la découverte du pétrole dans ces pays, l'accord était que les compagnies pétrolières occidentales empochaient la grande majorité des bénéfices et que ces vassaux de petits pays détachés du grand ensemble arabe et avec des populations très réduites prenaient une part de 10%. Ils pouvaient la dépenser en prostituées, drogue et fêtes, et faire semblant de vivre sur une autre planète. and pretend that they live on a different planet. And so this profit from this Ainsi, le profit tiré du pétrole de la péninsule arabique a constitué l'épine dorsale des économies occidentales depuis sa découverte, les gonflant artificiellement depuis lors. Dernièrement, alors que nous voyons les États-Unis devenir de plus en plus voraces, ils veulent même s'en prendre à ces 10% que ces vassaux reçoivent comme part du pillage de leur propre pétrole, n'est-ce pas? Et avec l'arrêt des exportations, ce que Trump fait en ce moment, ce n'est pas seulement s'attaquer à ces 10% qu'on leur a permis de conserver pendant les 80 dernières années, mais aussi à leurs économies. En ce moment, ces pays ne vendent ni pétrole ni gaz, et ils doivent financer toute cette guerre avec quoi? À partir des économies. C'est donc un racket, un pillage des dernières sommes d'argent restantes dans les banques de ces vassaux qui ont été protégés pendant 80 ans. Si l'Iran continue de bloquer le détroit d'Ormuz, et si le Yémen entre dans cette bataille et attaque directement les derniers points d'exportation sur la mer Rouge ou le pétrole saoudien, alors ces régimes feront très vite faillite, à cause du racket de l'empereur et parce qu'ils ne sont pas capables de gagner le moindre argent, même à partir de ces 10% qu'ils sont autorisés à conserver. Ils sont au bord du gouffre. Et je pense qu'après avoir été dépouillés, et lorsque Trump se rendra compte qu'il est en train de perdre cette guerre, ils n'auront plus d'argent, même pour soudoyer qui que ce soit dans la région. Hier et avant-hier, le ton en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis était qu'il s'agissait de l'Iran qui forçait le Yémen à entrer dans le combat. Tu as suivi les nouvelles là-bas. Tout tournait autour de ça. Et puis aujourd'hui, on a encore appris qu'ils disent que les Yéménites ne font pas partie du combat, qu'ils n'ont pas commencé, qu'ils ont été forcés de tirer des missiles sur Israël. Et aujourd'hui, on a vu encore plus de missiles se diriger vers Israël. Ils ne comprennent pas qui sont les Yéménites, tu sais. Ces gens, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis, ils combattent le Yémen depuis des années et ils ne comprennent toujours pas qui sont vraiment ces gens. C'est incroyable pour moi de voir un tel niveau d'ignorance dans ces États arabes, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Vous savez, le commandant des forces armées iraniennes a déclaré, je crois, il y a 2 jours, que si l'on voulait savoir ce qui était arrivé au Gerald Ford, il suffisait de regarder du côté des hautes montagnes du Yémen pour trouver la réponse. C'était donc un indice de la part de l'armée iranienne, indiquant que c'était en réalité le Yémen, avant même qu'il n'annonce sa participation au combat, qui avait presque coulé le Gerald Ford, le porte-avions le plus avancé des forces impériales, lequel rentre maintenant péniblement aux États-Unis. Cela montre à quel point l'implication du Yémen est importante. Depuis 3 jours, depuis qu'ils ont annoncé leur participation, ils concentrent leur puissance de feu sur les régions méridionales de la Palestine occupée, ce qui permet à l'Iran de se concentrer sur le nord et le centre. Leurs réalisations sont remarquables. Et je pense que si des forces militaires de l'OTAN passent par la mer Rouge en pensant pouvoir participer à une invasion de l'Iran ou à un projet d'ouverture du détroit d'Ormuz, elles se heurteront au Yémen et elles seront coulées. Il y a un autre porte-avions en route en ce moment. Je crois que c'est le Reagan qui est en chemin. Le George W. Bush, oui, le George W. Bush, encore un de ces criminels de guerre, président des États-Unis, avec les pires machines de guerre portant leur nom. Et il sera pris pour cible par le Yémen s'il s'approche de la mer d'Arabie et reste éloigné, disons, des missiles iraniens. Le Yémen s'occupera donc de celui-là aussi, s'il arrive. Et comme je l'ai déjà dit, si la stupide famille saoudienne décide d'aller de l'avant et de s'impliquer ouvertement dans la guerre contre l'Iran, bien sûr, elle est déjà impliquée en ce moment, ou tente d'utiliser ses forces terrestres pour envahir l'Iran par le Koweït, alors les forces armées yéménites agiront pour libérer les 3 provinces yéménites actuellement occupées par l'Arabie saoudite, Azir, Najran et Abba. Elles chercheront également à libérer la Mecque et Médine de la saleté wahhabite. Le Yémen jouera donc un rôle décisif dans toute bataille future à mesure qu'elle se déroulera. Et je pense que nous en arriverons là. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'éviter la suppression des frontières issues de la Première Guerre mondiale et des régimes qui ont collaboré avec les impérialistes au cours des 80 dernières années, afin que nous puissions avoir un avenir sûr pour nous dans la région. C'est une nouvelle expérience, Laith, pour l'axe de la résistance, de fonctionner en harmonie, toutes ces composantes de l'axe de la résistance. Pendant de nombreuses années, on parlait de l'axe de la résistance, du Yémen à l'Iran, en passant par l'Irak et le Liban, tous reliés entre eux. Nous avons connu la chute de Bachar al-Assad en Syrie, que l'on disait être une énorme perte. Mais en regardant ce qui se passe aujourd'hui, compte tenu de l'utilisation de missiles et de drones, on peut voir à quel point ils sont capables. Ils se battent de manière stratégique. Ils ne se battent pas parce que, l'autre jour, un de ces analystes militaires a dit « ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Aryens qui se battent ». Mais ils ne comprennent pas l'axe de la résistance, son fonctionnement. C'est une harmonie. Les peuples se rejoignent. Ces pays s'unissent et travaillent en harmonie. Il ne s'agit pas d'un seul Iranien qui se bat. Il s'agit de tout l'axe de la résistance. Vous savez, au Liban, on peut voir comment dans le sud, le Hezbollah combat. L'armée libanaise, le gouvernement, ils quittent pratiquement le sud. Je ne sais pas vraiment ce que nous savons du départ de l'armée du sud du Liban et du fait qu'elle laisse tout entre les mains du Hezbollah, parce qu'elle ne veut pas se battre. C'est le Hezbollah qui défend le Liban. C'est le Yémen qui défend Gaza, qui défend l'axe de la résistance. On assiste à quelque chose de nouveau, surtout avec le Hezbollah en Irak. C'est incroyable de voir à quel point ils se battent de manière stratégique.
Oui, donc bien sûr, vous savez, certains d'entre nous, après le 7 octobre, simplement, je veux dire cela parce que je pense que cela aide les gens à mieux comprendre l'idée de coordination. La plupart des gens, en dehors du champ de bataille ou des cercles politiques, ne voient pas ce qui se passe en coulisses. Il a pu sembler à beaucoup d'entre nous, le 7 octobre, que, pourquoi tout l'axe de la résistance n'était-il pas entré immédiatement dans cette guerre, à pleine puissance? Mais, comme nous le voyons maintenant, il est clair qu'il n'y avait aucun moyen de le faire. Si les États-Unis et l'Occident s'étaient tous unis le 7 octobre pour défendre la colonie sioniste, ce qu'ils ont fait, à pleine puissance, avec toutes leurs capacités aériennes, leurs voies d'approvisionnement, leur système de défense aérienne et toutes leurs bombes stockées et prêtes, il y aurait eu un véritable abattoir dans toute la région. Ce qui s'est passé, c'est que les membres de l'axe de la résistance ont compris que cela devait se dérouler sur le long terme. Épuiser l'empire le plus féroce, le mieux armé et le plus riche que l'humanité ait jamais connu, pendant 2 ans et demi, au prix d'immenses sacrifices. Ils ont dû subir certaines pertes dans cette bataille pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, où les États-Unis et Israël manquent de bombes et de systèmes de défense antiaérienne, où nombre de leurs bases sont détruites, et où ils sont contraints de bombarder depuis le Royaume-Uni avec des bombardiers à long rayon d'action, et ainsi de suite. Nous avons désormais une réelle possibilité de victoire. Cela n'aurait donc pas pu se produire sans coordination entre la résistance à Gaza, au Liban, en Irak, au Yémen et en Iran. Si les gens avaient simplement réagi de manière émotionnelle, bien sûr, aucun de nous ne voulait voir toute cette mort, aucun de nous ne voulait voir ce génocide. Mais c'était l'inévitable. C'était inévitable parce que le monde entier a désormais été témoin du génocide le plus documenté de l'histoire. Je ne parle pas de l'Holocauste, ni de l'antisémitisme, mais de ce qui a poussé le monde entier à haïr Israël et à haïr l'Empire. Le monde devait voir la chute de Bachar el-Assad et la chute de Damas, voir les massacres de chrétiens, de druzes et d'alaouites dans les rues, ainsi que les viols de masse. Et pour qu'Al-Joulani marche dans les rues de Berlin, Paris, Londres et New York en héros de la civilisation occidentale, il fallait que le monde entier voie cela. Je pleure pour la Syrie, mais c'était inévitable. Il fallait presque que cela arrive pour que l'ensemble du monde musulman sunnite comprenne qu'il n'existe personne, en dehors de l'axe de la résistance, qui résiste réellement. Que tout ce discours sur Al-Qaïda, Daesh et le prétendu État islamique au nom de l'islam n'a été qu'un ensemble de vassaux impérialistes, colonialistes et collaborationnistes. Et donc, comme nous l'avons vu hier, il y a eu d'énormes émeutes à Deraa, dans le sud de la Syrie, à la frontière du Golan. Deraa est l'endroit où ont commencé les manifestations contre le gouvernement Assad en 2012. C'est censé être un foyer de contrôle jordanien, de la CIA et du renseignement britannique. Hier, des émeutes ont éclaté. Des gens tentaient d'atteindre les frontières du Golan et se faisaient tirer dessus par des soldats israéliens, parce qu'ils voulaient que le gouvernement syrien s'oppose à l'exécution de prisonniers palestiniens qui venaient d'être approuvés dans la colonie sioniste. Cela ne se serait pas produit si Bachar al-Assad avait été là. Si cette mise en scène de la résistance sunnite wahhabite, entre guillemets, n'avait pas été exposée comme étant composée d'agents de la CIA et ainsi de suite. La coordination est donc immense. Et bien sûr, en Irak en ce moment, la résistance irakienne fait un excellent travail en détruisant les positions kurdes à la frontière avec l'Iran et en affrontant la présence de la CIA, du Mossad, ainsi que des forces spéciales italiennes, françaises et allemandes au Kurdistan. Ils attaquent également des positions américaines à l'intérieur de la Jordanie et du Koweït. C'est un élément très important de la bataille. Et bien sûr, encore une fois, ce sont là des exemples clairs
d'une collaboration stratégique et de longue date entre tous les éléments de l'axe de la résistance. Strategic collaboration between all the components of the axis of resistance. Laith, when it comes to Lebanon, Quand il s'agit du Liban, que se passe-t-il? Parce qu'avec l'occupation israélienne, les Israéliens attaquent dans le sud du Liban, mais le gouvernement ne fait rien. the government is Que fait le gouvernement en ce moment? what is the government doing right now? Oh yeah. You mentioned that in your last question. I'm sorry. Oh oui, oh oui. But Vous savez, vous avez mentionné cela dans votre dernière question. Je suis désolé d'avoir oublié d'y répondre. Mais vous savez, il y a un triangle de 3 villages chrétiens dans le sud du Liban, dans la région de Benjil. L'un d'eux est Ibel. C'était parmi les rares villages du sud où il y avait encore une présence militaire libanaise autour et à l'intérieur. Et hier, sur ordre du Premier ministre, les troupes ont été retirées et les villages ont paniqué. Les prêtres ont même fait des vidéos disant qu'ils mourraient sur leur terre et que, s'ils étaient attaqués, ils ne partiraient pas. Il y a donc une crise en ce moment, même au sein des cercles politiques chrétiens du pays, car ce sont des villages très importants, avec des sites archéologiques et une grande valeur historique. These are very important villages that have archaeological sites that have historical relevance, and one of them, these 3 villages. Et dans l'un de ces 3 villages, hier, des soldats israéliens sont entrés dans l'église et l'ont utilisée comme cachette. Nous voyons donc le Liban dans son ensemble, le gouvernement libanais, perdre très rapidement sa légitimité. Tout a commencé avec le ministre des Affaires étrangères, membre du parti suprémaciste chrétien, la Phalange, qui a ordonné à l'ambassadeur d'Iran de quitter Beyrouth. Cela a conduit le président du Parlement, Nabih Berri, chef du mouvement Amal, à publier une déclaration affirmant que l'ambassadeur ne devait pas partir, ne partirait pas, et que personne ne pourrait le forcer à le faire. L'ambassadeur est donc toujours ici. Et puis, hier, ce même ministre des Affaires étrangères a envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU demandant que le Hezbollah soit désigné comme organisation terroriste. A terrorist organization, naming it a terrorist organization. So we see that there is Nous voyons donc qu'il y a une accélération des tentatives de ce régime de Vichy au Liban, ce régime collaborationniste du président Aoun et du premier ministre Salam, pour apaiser les sionistes, même si ces derniers sont en train de perdre. C'est la même tendance suicidaire que celle des monarchies du Golfe, qui vont sombrer et brûler avec la maison du maître. Il y a eu plusieurs manifestations au cours des 4 derniers jours, dont 2 autour des bureaux du gouvernement au centre-ville de Beyrouth. Et jusqu'à présent, aucun grand parti n'a appelé à manifester contre le gouvernement illégitime. Je pense que le gouvernement vit ici dans une sorte de monde imaginaire. Il n'a aucun contrôle, ni sur les zones qu'Israël convoite, comme dans le sud, ni sur le pays dans son ensemble. Ils n'ont rien. Ils ne contrôlent rien. Je pense que le Hezbollah, la résistance dans son ensemble, et tous les gens nationalistes et patriotes du Liban, ils ne vont pas occuper les bureaux du gouvernement, ni traîner ses collaborateurs dans les rues, parce qu'ils sont sans importance. En ce moment, laissons-les aboyer. Ce sont comme des chihuahuas. Aller au Conseil de sécurité avec une lettre déclarant le Hezbollah organisation terroriste est une démarche stupide et suicidaire, mais cela ne veut rien dire. Ni les maîtres de la Maison-Blanche, ni ceux de Tel Aviv ne peuvent venir en aide à ce régime phalangiste collaborationniste. Et ce régime ne peut pas imposer sa volonté sur le terrain au Liban, ni tenter d'affronter le Hezbollah. Donc pour l'instant, la seule chose qui sauve ce gouvernement collaborationniste de l'effondrement total, c'est que le Hezbollah ne pense pas que cela en vaille la peine. Nous avons eu des rapports, vous savez, il y a 2 jours, indiquant qu'en Cisjordanie, jusqu'à présent, ce que nous avons constaté, c'est que la plupart des personnes tuées étaient des Palestiniens, tués par des colons, n'est-ce pas? Maintenant, les FDI participent activement à cette mission et à ces tueries. Que se passe-t-il en Cisjordanie? Que savons-nous de ce qui s'y déroule?
Oui, la situation en Cisjordanie est horrible. Chaque jour, il y a ces pogroms menés par des colons suprémacistes juifs installés sur les collines qui descendent vers les villages, les incendient, attaquent les habitants, tuent des civils innocents. La plupart du temps, ça se fait sous la protection de l'armée sioniste. En fait, nous avons vu cette attaque contre les journalistes de CNN par des soldats impliqués dans ces pogroms. C'est indéniable. Il n'y a pas de réelle différence entre ces colons fanatiques et les soldats sur place. Ils font partie de la même équipe. Ces mêmes colons enfilent leurs treillis, vont servir à Gaza ou au sud Liban, puis reviennent, retirent leurs uniformes et agissent comme s'ils étaient de simples civils. Il n'y a pas de civils à Gaza. Dans la colonie sioniste, tout le monde est un colon militaire et un génocidaire. La situation est très mauvaise parce que personne ne regarde. Beaucoup d'anciens prisonniers libérés lors des échanges pendant le génocide de Gaza ont été de nouveau arrêtés, beaucoup d'entre eux au cours des dernières semaines. Et maintenant, avec ces exécutions de prisonniers palestiniens, ces anciens prisonniers libérés pourraient également se retrouver sur cette liste d'exécutions. La situation en Cisjordanie va exploser. Nous avons vu des manifestations à Ramallah, non pas contre les sionistes d'ailleurs, mais contre Mahmoud Abbas. Et Mahmoud Abbas, qui est un autre Vichy, je pense que Navaf Salam au Liban copie chacun des gestes que Mahmoud Abbas a fait au cours des 20 dernières années. Et Mahmoud Abbas a conduit l'armée israélienne à Ramallah pour frapper les manifestants et leur tirer dessus. C'est donc une situation très volatile. Je pense que dans la semaine à venir, s'il y a une guerre terrestre, et nous verrons bien sûr, il existe la possibilité d'un effondrement du régime jordanien. Cela pourrait redonner de l'espoir aux habitants de la Cisjordanie, car alors la plus longue frontière de la Palestine avec un autre pays serait libérée. La Jordanie est la première ligne de défense de la colonie sioniste, et il est grand temps que ce régime hachémite soit renversé afin que le peuple jordanien et le peuple palestinien puissent s'unir dans leur résistance contre l'existence de la colonie sioniste. Oui, merci beaucoup Laith d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Et avant de conclure, rendez-vous sur Free Palestine, juste sous le nom de Laith ici sur l'image, freepalestine.video, et soutenez ce que Laith essaie de faire. Il prépare de nombreux documentaires sur ce qui se passe dans le sud du Liban et sur la réalité de cette région. Merci beaucoup Laith. Un grand plaisir, comme toujours. Merci. Passez une bonne journée. Merci vous.